Si vous étiez pris au piège à bord d'un cargo avec un super soldat génétiquement modifié en train de se déchaîner, que feriez-vous? Cette expérience qui a mal tourné est un monstre de Frankenstein des temps modernes. Et sur ce bateau, il y a plus d'un passager qui a un secret à cacher. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre l'alpha dans Projet Wolf Hunting. Ce groupe de policiers ne se doute pas que les prisonniers ne sont pas les seuls monstres à bord. Sur un quai aux Philippines, le chef Lee Sok-woo et son équipe de plus de 20 inspecteurs expérimentés attendent l'arrivée du bus de transport. Le bus transporte un grand groupe de criminels coréens, y compris 2 personnes faisant l'objet d'un mandat sur la liste rouge d'Interpol, qui doivent être extradées vers la Corée par cargo en raison d'un récent attentat qui rend les voyages en avion dangereux. Le bus arrive et les criminels descendent l'un après l'autre pendant que le chef vérifie qu'ils sont bien sur sa liste. Park Jong-doo, un des criminels sur la liste rouge, couvert de tatouages, nargue le chef qui le frappe violemment devant tout le monde, montrant ainsi qu'il ne se soucie pas de leurs droits. Alors qu'il se prépare à embarquer, le docteur Son Soo-chol et son infirmière arrivent pour remplacer le médecin de la police qui s'est décommandé à la dernière minute. Les policiers embarquent les criminels à bord du Frontier Titan et leur croisière infernale commence. Dans le bureau du port de Busan, en Corée du Sud, le chef des opérations spéciales, Oh Dae-won, arrive et met les employés à la porte en leur disant que son équipe prend en charge toutes les opérations concernant le Frontier Titan. Son équipe se met au travail pour installer son équipement, pendant que Dae-won examine un dossier classé secret intitulé Projet Wolf Hunting. De retour sur le bateau, les inspecteurs chargent les criminels dans leurs cellules et les menottent à des tuyaux fixés au mur. Ils leur lisent leur mandat d'arrêt et leurs droits, en vertu de la loi sud-coréenne. Les 2 criminelles féminines sont emmenées dans une pièce séparée par 2 inspectrices et attachées de la même manière. Le chef Sok-woo prépare les criminels pour le voyage et il les avertit qu'il n'y a aucun endroit où s'échapper depuis le cargo. Il demande aux autres inspecteurs de les surveiller par roulement et de ne jamais perdre personne de vue. Plus tard dans la cuisine, les inspecteurs préparent les repas du soir pour les criminels. Le chef va se coucher pour la nuit et le cargo quitte le port. Pendant que l'infirmière charge les poches de sang dans le réfrigérateur, le docteur Son vole des seringues et d'autres fournitures médicales et les cache dans un sac en papier. Il prend l'ascenseur en s'assurant qu'il n'est pas surveillé. En descendant, il regarde les plans du cargo. Il arrive dans la zone de maintenance et se faufile entre les employés qui y travaillent jusqu'à ce qu'il arrive à une porte avec un gros bouton rouge. Il appuie 2 fois sur le bouton et la porte s'ouvre pour le laisser entrer. Il s'enfonce dans la salle des machines jusqu'à ce qu'il tombe sur un homme à l'air louche qui n'est pas habillé comme un employé. Il se dirige vers un poste de travail où un mystérieux corps vêtu d'une combinaison de prisonnier est attaché à une grille d'armature et relié à une machine à oxygène. Le médecin retire le masque et constate que les yeux du corps sont agrafés et que sa bouche est pleine d'asticots. Le docteur Son ne le sait pas encore, mais il a devant lui un alpha, un super soldat zombie génétiquement modifié qui est secrètement transporté à bord du cargo par la société pharmaceutique Aeon Genetics. Il est effrayé, mais il injecte de l'anesthésiant dans le corps et remet le masque en place. À l'étage, Jong-doo crache un outil de crochetage de serrure qu'il cachait dans sa bouche et il commence à se libérer de ses menottes. Au bout de quelques secondes seulement, il retire les menottes et lance le crochet à son compagnon de cellule. Pendant ce temps, un groupe de criminels qui se fait passer pour des agents d'entretien se retrouve dans le couloir et pénètre dans une pièce fermée à clé, où ils ouvrent une caisse remplie d'armes et de matériel tactique. Ils sortent de la pièce et un groupe d'inspecteurs en pause remarque leurs armes. Soudain, les pirates de la mer attaquent violemment les hommes et les tuent tous. Ils cachent les corps dans la chambre froide de la cuisine et se dirigent vers le pont. Les pirates de la mer font irruption sur la passerelle et abattent le capitaine et la plupart des membres de l'équipage, ne laissant que 2 personnes en vie pour diriger le cargo, ce qui fait une victime et il en reste 13. Ils coupent les câbles de l'équipement de repérage du cargo et détruisent le téléphone d'urgence afin que l'équipage ne puisse pas appeler à l'aide. Le compagnon de cellule de Jong-doo se libère, mais il cogne ses menottes contre le tuyau en faisant un bruit sourd qui alerte un des flics. L'inspecteur vient voir ce qui se passe et alors qu'il a le dos tourné, Jong-doo l'attaque, l'étrangle et lui arrache l'oreille. C'est alors que les pirates de la mer font irruption dans le couloir et attaquent eux aussi les inspecteurs. Une énorme émeute éclate, mais les criminels arrivent à maîtriser les inspecteurs et à s'enfuir. Ok, la situation est déjà très mauvaise et les inspecteurs n'ont même pas encore découvert le zombie de 2 mètres de haut qui se cache dans les bagages. Le premier signe que quelque chose va mal tourner est le reportage national qui couvre les détails exacts du voyage. Le chef commente qu'il pensait que la mission était secrète, mais il semble que l'info est fuitée d'une manière ou d'une autre. Tout le monde dans le pays connaît maintenant le nom du cargo, le port de départ et même le nombre d'inspecteurs à bord.
ce qui est une information très utile si vous faites partie des méchants qui préparent une évasion. Après l'attaque survenue lors du dernier voyage d'extradition, je ferai très attention à ne pas divulguer les détails de notre mission. Mais il semble que quelqu'un n'ait pas entendu dire que les indiscrétions font couler les navires. Le rapport mentionne qu'il y aura 2 criminels particulièrement dangereux à bord figurant sur la liste rouge. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? L'Organisation internationale de police criminelle, communément appelée Interpol, est une organisation internationale qui relie les forces de police du monde entier et leur offre un soutien dans la lutte contre la criminalité. La liste rouge est une alerte envoyée à tous les pays membres d'Interpol en vue de l'arrestation d'un criminel particulier. Elle contient des informations permettant d'identifier la personne recherchée, telles que sa description physique, son nom et sa date de naissance, ainsi que des informations sur l'infraction pour laquelle elle est recherchée. La plupart des criminels faisant l'objet d'un mandat sur la liste rouge sont recherchés pour des crimes violents, la traite d'êtres humains ou des crimes contre des enfants. Ainsi, si le criminel commet une infraction en Corée du Sud mais fuit ensuite le pays, les autorités sud-coréennes peuvent demander à Interpol de le publier sur la liste rouge et le criminel sera arrêté s'il est pris par la police d'un pays membre. Puis, il sera extradé vers la Corée du Sud pour y être jugé. De nombreux criminels considèrent les déplacements comme le moment idéal pour s'évader. C'est pourquoi la sécurité pendant le transport est prise très au sérieux. Les agents sont spécialement formés pour repérer les condamnés qui introduisent en fraude des petits objets, tels que des trombones, qui peuvent être utilisés pour crocheter les serrures des menottes. Exactement comme Jong-doo qui a fini par se libérer des siennes. Si vous prêtez attention à la rencontre amicale entre le chef et Jong-doo, on dirait que sa lèvre supérieure est bizarrement posée sur ses dents, ce qui indique clairement qu'il cache quelque chose dans sa bouche. Peut-être que si le chef avait passé plus de temps à fouiller les condamnés et moins de temps à commettre des actes de brutalité policière, il aurait pu arrêter ce détournement de cargo avant même qu'il ne commence. De même, quand on est sur le point de monter dans un bateau avec des détenus dangereux qui sont 2 fois plus nombreux que votre équipe, c'est peut-être pas la meilleure idée de tabasser leur chef devant eux. Il existe de nombreux moyens de remettre Jong-doo à sa place sans escalader les choses jusqu'à la violence physique. Par exemple en le soumettant à des contraintes supplémentaires ou à l'isolement. En plus, le fait de pouvoir garder votre sang-froid malgré les railleries pourrait vous faire paraître encore plus intimidant. Le chef essaie peut-être de montrer aux prisonniers qui est le véritable mâle alpha à bord. Mais il n'a aucune idée de l'horreur biologique qui se cache sous le pont. Bien que nombre de ces détenus soient considérés comme extrêmement dangereux, les inspecteurs font preuve d'un laxisme fatal quand il s'agit de les maîtriser. Même les criminels qui figurent sur la liste rouge ne sont attachés qu'avec de simples menottes, ce qui permet à Jong-doo de s'échapper très facilement. Au minimum, j'aurais équipé les condamnés de housses de menottes pour les empêcher de manipuler les serrures. Si nous avons pris le contrôle d'un cargo entier et engagé une équipe de plus de 20 agents de police chevronnés pour la mission, ça n'a aucun sens de faire des économies en matière de sécurité. Je suis sûre que les officiers ont été correctement formés et ont vu le transport de prisonniers à l'académie de police. Mais je suppose que pour certains d'entre eux, cette leçon est entrée dans une oreille et est ressortie par l'autre. Maintenant, si en plus le médecin de la mission annule et doit être remplacé à la dernière minute, il est temps de se méfier. Et si vous êtes ce médecin remplaçant et que vous avez été secrètement engagé pour endormir un véritable monstre de Frankenstein, il est temps de réévaluer sérieusement vos choix de carrière. Arrêtez-moi si vous n'avez pas déjà entendu cette histoire. Une société pharmaceutique douteuse tente d'introduire clandestinement une arme biologique humaine à bord d'un cargo. Elle s'échappe et tout le monde meurt. Fin de l'histoire. Je sais que l'école de médecine coûte cher, mais franchement, vous n'auriez pas pu me faire un chèque assez gros pour me faire monter sur ce foutu rafio. Tout le monde pensait que cette fois, le super soldat zombie se comporterait bien, jusqu'à ce qu'il commence à arracher des gorges et à dévorer des cerveaux. Peut-être que la prochaine fois, le Dr. Son devrait lire les petits caractères contractuels avant d'accepter un poste de babysitter de monstruosité créé par l'homme qui dépasse son entendement. Le pirate de la mer a libéré le reste de leurs amis, y compris le criminel Go Jong-bae et le criminel Lee Do-il, dont le silence est suspect. Jong-do reconnaît Do-il, et il lui dit qu'il n'a pas l'air d'avoir vieilli d'un jour en 10 ans. Do-il demande à Jong-do ce qu'il fait, et il répond qu'il les fait sortir. Mais Do-il pense que c'est une mauvaise idée, et il dit qu'ils doivent absolument aller en Corée, bien que personne d'autre ne soit d'accord avec lui. Jong-do emmène un groupe de criminels dans la salle des machines, pendant que John-bae nettoie les corps et va chercher sa petite amie Myung-ju, l'une des femmes criminelles qui est aussi à bord. Jong-do avertit alors tous ceux qui ne veulent pas l'aider de rester en dehors de son chemin. Pendant ce temps, l'inspectrice Lee Dae-yeon se rend compte qu'elle n'a pas de connexion internet et elle appelle des renforts sur son talkie-walkie. Comme personne ne répond, elle décide de partir à la recherche du capitaine. Dae-yeon se promène sur le cargo à la recherche de ses collègues inspecteurs et elle tombe sur le Dr. Son qui se faufile à l'étage. Au-dessus d'elle, le chef apparaît avec 2 inspecteurs qui cherchent également la cause de la perte de signal. Soudain, il remarque qu'un des criminels vient de descendre de la tour de communication.
et ils réalisent qu'une mutinerie est en cours. Ils partent vérifier la situation, laissant le docteur derrière eux. Dayon, le chef et 2 autres inspecteurs parviennent à atteindre le pont, et ils sont immédiatement pris dans une énorme fusillade avec les criminels. Les pirates de la mer leur tirent dessus sans distinction avec des mitrailleuses, et ils tuent rapidement un des inspecteurs, mais aussi un de leurs propres amis. Le chef riposte, mais les criminels les coincent totalement. Dayon tire dans la jambe d'un des criminels et le chef l'achève, ce qui ne laisse que le type à la mitrailleuse à gérer. Il n'a plus de munitions, mais il se relève et prend en otage un des membres de l'équipage, demandant aux policiers de lâcher leurs armes. Le chef pose son arme sur le sol et sort les mains en l'air. Mais pendant que le criminel est distrait, Dayon saute par-dessus le poste de pilotage et l'éloigne de l'otage. Ils se battent ensemble et le criminel commence à l'étrangler. Mais elle se libère et le chef lui tire dessus et le tue. Dayon demande aux membres d'équipage survivants où elle peut trouver un moyen de contacter la Corée. Et il lui dit qu'il y a un téléphone dans la salle des machines. Mais elle ne se doute pas que Jong-do et son équipe sont déjà en route vers le même endroit. Le chef et Dayon se rendent dans le couloir où ils gardaient les criminels. Et ils constatent que tout le monde s'est échappé. Ils rencontrent une autre équipe de policiers et décident d'aller en groupe vérifier la salle des machines. Le Dr Son retourne à son infirmerie et il y trouve l'infirmière en train de boire une bière. Il est convaincu d'avoir entendu des coups de feu et l'infirmière veut aller vérifier. Mais il verrouille la porte et s'assoit sur une chaise juste devant pour qu'elle ne puisse pas sortir et que personne ne puisse entrer. De son côté, Jeonbei et son équipe de détenus chargent les cadavres dans la chambre froide. Il y a tellement de sang dans les conduits d'évacuation qu'il commence à s'écouler des tuyaux de la salle des machines juste en dessous et goutte sur l'alpha, ce qui le réveille. Le véritable monstre est sur le point de se déchaîner. Jong-do et son équipe arrivent dans la salle des machines et commencent immédiatement à tuer ceux qui y travaillent. Il demande à un des machinistes où se trouve le téléphone. Et il envoie 2 de ses hommes avec l'otage dans la salle de contrôle des machines pour s'en emparer. Les criminels tuent brutalement les techniciens qu'ils y trouvent, et ils détruisent le téléphone afin que personne ne puisse appeler à l'aide. Puis ils retournent dans la salle des machines. Jeon-do tente de tuer le dernier membre de l'équipage, mais Do-il l'en empêche en lui attrapant le bras à la dernière seconde. Juste à ce moment-là, les forces de l'ordre arrivent et tirent des coups de semonce juste à côté d'eux. Mais le machiniste les prévient de ne pas tirer parce qu'il risquerait d'endommager le moteur, et le bateau serait alors bloqué. Jong-do leur dit qu'ils vont s'amuser un peu. Et ils se préparent tous à une bagarre au corps à corps. Mais pas avant que le chef mécanicien ne soit exécuté. Et ça fait 2 victimes, et il reste 12 personnes à abattre. Jong-do s'élance vers le chef de la police avec un couteau, mais celui-ci le lui arrache des mains et une bataille sanglante s'engage. De nombreux inspecteurs et criminels sont tués dans le chaos, et un criminel tente de s'échapper. Mais Alpha saute soudain devant lui. Alpha lui donne un coup de pied dans la poitrine si fort qu'il l'envoie voler à travers la pièce, le tuant instantanément et montrant que la créature est dotée d'une force surnaturelle. Le combat s'arrête instantanément, et aussi bien les inspecteurs que les criminels regardent tous le monstre avec horreur, tandis qu'il les scrute avec sa vision thermique. Alpha s'approche lentement d'eux, prend le couteau du premier criminel qui l'attaque avant de lui trancher la gorge et de lui faire un trou dans la poitrine. Alpha se déchaîne dans la pièce, les tuant tous les uns après les autres sans que personne ne puisse l'arrêter. Un criminel tente de s'enfuir, mais Alpha le poursuit et lui ouvre l'arrière du crâne. Jong-do et son équipe, voilà leur chance de s'échapper. Ils tirent sur Alpha avec une mitrailleuse depuis l'étage, mais ratent tous ses tirs, ne réussissant qu'à attirer son attention. Alpha monte les escaliers en quelques pas et élimine les 2 derniers amis de Jong-do. Jong-do tire sur Alpha avec sa mitrailleuse et le touche à plusieurs reprises, mais Alpha n'est pas du tout ébranlé. Le criminel se rend compte qu'il est condamné, et Alpha s'avance lentement vers lui, entraînant une masse sur le sol. Alpha le frappe sur le côté, le faisant tomber contre la machinerie. Puis il le frappe à la tête encore et encore avec la masse, le tout sans dire un mot. Et ça fait 3 victimes, et il en reste 11 à abattre. Le sang du corps de Jong-do court-circuite le moteur, et le cargo s'arrête net. Ok, cette croisière pirate est passée de yo-ho à oh no, plus vite que vous ne pourriez dire super soldat zombie génétiquement modifié. Comparé au fait d'être massacré par un cadavre ambulant, peut-être que la prison n'aurait pas été si terrible après tout. Dayon a le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond quand elle surprend le docteur en train de remonter du sous-sol. Le voyage vient à peine de commencer. Le Dr Son devrait donc avoir beaucoup de travail à faire pour préparer la cabine médicale, au lieu de faire une visite autoguidée des zones de maintenance. Même s'il a remarqué qu'Internet était en panne, pourquoi ne pas avoir envoyé son infirmière vérifier au lieu d'y aller lui-même? De cette façon, il aurait été à son poste en cas d'urgence médicale. Le Dr Son est clairement suspect, et j'aurais eu beaucoup plus de questions à lui poser s'il n'y avait pas eu la mutinerie en cours qui exigeait une attention plus immédiate. Avant même de s'en rendre compte, Dayon et le chef se retrouvent au milieu d'un véritable détournement de cargo, avec des pirates impitoyables et de puissantes mitrailleuses. Ils sont en infériorité numérique, sans armes et au milieu de l'océan. Ce qui n'est pas exactement une position dans laquelle on aimerait se trouver. À ce stade, je pense qu'il est prudent de dire que les choses ne sont plus sous leur contrôle.
Dayon et le chef ont décidé de se lancer à l'assaut à ce moment-là, ce qui aboutit à la mort d'un membre de leur propre équipe avant qu'ils ne découvrent qu'ils ne peuvent pas utiliser le téléphone à cet endroit de toute façon. La chose la plus intelligente à faire aurait été de trouver un endroit où attendre les renforts. Le Frontier Titan est un énorme cargo transportant des criminels extrêmement dangereux. Donc même si les lignes de communication sont coupées, vous pouvez être sûr que les autorités seront en route assez rapidement au premier signe de problème. Pourquoi se lancer dans une fusillade quand on peut attendre l'arrivée des militaires et les envoyer tous vers le Davy Jones Locker? Dans la salle des machines, les inspecteurs ne peuvent pas utiliser leurs armes à feu parce qu'ils ne veulent pas endommager le moteur. S'ils veulent maîtriser la situation, ils devront se battre au corps à corps. Et ça aurait été une bonne idée d'avoir du matériel anti-émeute. Pour faire face aux rixes dans les prisons, les agents pénitentiaires utilisent toute une série d'équipements de protection et d'armes non létales, dont cet équipage semble inexplicablement dépourvu. Rien que quelques casques et boucliers auraient suffi à donner aux inspecteurs un avantage considérable au moment de la rixe, et ils auraient peut-être réussi à reprendre le contrôle de la situation. Enfin, seulement jusqu'à l'arrivée d'Alpha. Parce que quand un berserk génétiquement amélioré se présente et commence à envoyer des gens à travers la pièce, vous n'avez qu'une seule option si vous voulez survivre. Vous tirez de là aussi vite que vous le pourrez. Il est évident qu'il sera impossible de se battre contre lui à 1 contre 1, et que si vous ne faites rien d'autre que de courir pour sauver votre vie, vous risquez de vous faire tuer aussi. Jongdu devait avoir la grosse tête pour imaginer qu'il pourrait affronter Alpha et gagner, mais quelque chose me dit qu'il n'aura plus ce problème maintenant. Les lumières s'éteignent et Dayon, le chef et Do-il essaient de reprendre leurs esprits. Tout à coup, Alpha saisit le chef au moment où les lumières se rallument. Do-il prend un couteau et s'élance sur Alpha, lui faisant lâcher le chef. Au moment où Do-il est près d'Alpha, il remarque qu'une marque de prisonnier de guerre a été faite sur sa poitrine. Alors qu'Alpha est distrait, Dayon attrape le chef blessé et s'enfuit en courant. Alpha jette Do-il sur le côté et s'élance à leur poursuite, réussissant à blesser le chef à plusieurs reprises. Do-il le rattrape et Alpha commence à l'étrangler, mais Dayon lui tire dans le bras. Alpha laisse tomber Do-il et Dayon lui tire à nouveau dans l'épaule. Mais il encaisse le coup et retire lui-même la balle, semblant n'avoir rien senti. Le groupe court à travers une porte automatique, mais Alpha les rattrape et il la maintient ouverte avec sa super force. Do-il lui donne un coup de pied dans la poitrine, le faisant reculer et montrant qu'il est lui aussi extrêmement fort. Alpha se remet rapidement et il se lève comme un zombie. Mais la porte se referme juste à temps. Les survivants montent à l'étage et le vieux détenu remarque que la combinaison que portait Alpha ne date même pas de ce siècle. Au centre de contrôle en Corée, l'équipe des opérations spéciales obtient enfin des photos du cargo pour la première fois depuis qu'ils ont perdu la communication. Le chef des opérations spéciales peut affirmer d'après les photos que le cargo a été détourné. Son supérieur l'appelle pour lui dire qu'il doit immédiatement monter dans un hélicoptère à proximité et aller chercher Alpha lui-même. L'homme est furieux et il fait un trou dans le panneau électrique voisin, ce qui révèle qu'il a lui aussi une force surnaturelle. De retour sur le cargo, 2 des membres de l'équipage tentent de s'échapper dans un canot de sauvetage, mais soudain, un cadavre tombe juste devant eux. Alpha saute dessus et les tue violemment tous les deux. Dans l'infirmerie, l'infirmière entend un bruit à l'extérieur et regarde par la fenêtre pour voir ce qui se passe. Elle remarque que le canot de sauvetage n'est plus attaché et qu'il est ballotté par la tempête. Tout à coup, Alpha passe sa main à travers la vitre et lui arrache la gorge, la tuant sur le coup. Et ça fait 4 victimes, et il en reste encore 10 autres à abattre. Le docteur panique et s'enfuit pour sauver sa vie, sprintant dans le couloir et tombant nez à nez avec Dayon et Do-il. Le chef l'attrape et lui demande ce qui se passe. Et c'est alors que le Dr Son révèle qu'il a été engagé par la société pharmaceutique Aeon Genetics pour injecter à Alpha un anesthésiant toutes les 6 heures. Le Dr Son dit que les gens qui sont au sous-sol en sauront plus, et qu'ils pourront aussi y trouver du matériel médical pour le vieil homme blessé. Le chef envoie Dayon au sous-sol avec le reste du groupe, tandis que lui part seul à la recherche d'autres survivants. Ok, le monstre de Frankenstein a fait de ce bateau son terrain de chasse personnel, et il s'attaque à tous ceux qui croisent son chemin. Les policiers ne savent pas encore exactement à quoi ils ont affaire, mais comme ils ont survécu à leur première rencontre avec Alpha, ils ont peut-être remarqué quelques éléments qui peuvent les aider à élaborer un plan pour le vaincre. La marque de prisonnier de guerre sur sa poitrine et sa combinaison vieille d'1 siècle, combinée à sa force incroyable et à son comportement proche de celui d'un zombie, m'indique qu'Alpha est une sorte de super soldat mort-vivant. Il est insensible aux blessures, et lui tirer dessus ne suffira pas. Alors si vous voulez le vaincre, il va falloir faire preuve de créativité. Nous n'avons pas encore d'informations sur ses faiblesses, mais il existe quelques moyens sûrs d'éliminer une créature comme Alpha si vous êtes capable de les mettre en œuvre. Même s'il est impossible de le blesser de manière traditionnelle, détruire complètement sa tête ou son corps, le démembrer ou l'enflammer pourrait généralement être suffisant. Cependant, tout ça demande beaucoup de force et de risques personnels, et il existe peut-être une solution plus élégante pour ceux d'entre nous qui ont été très attentifs. Quand le chef et Dayon interrogent le médecin, celui-ci mentionne qu'il a été engagé pour administrer un sédatif à Alpha toutes les 6 heures.
S'ils pouvaient mettre la main sur ce sédatif, il leur suffirait d'en administrer une dose importante à Alpha pour qu'il se rendorme. Ce sera pas facile, mais en travaillant en équipe, vous pouvez peut-être attirer Alpha dans un piège puis l'assommer avec son cocktail fait dodo. Une fois qu'il sera endormi, vous serez libre de décider si vous voulez le remettre aux mains d'une société pharmaceutique douteuse ou si vous voulez enfin mettre ce démon au repos définitif pour le bien de la société. Le Dr. Son conduit le groupe à la salle des machines, et lorsqu'ils y arrivent, ils constatent que la porte est ouverte. Ils se faufilent prudemment et découvrent les cadavres des 2 machinistes véreux, violemment tués par Alpha quand il s'est réveillé. Le Dr. Son prépare du matériel médical et commence à aider le vieil homme à soigner ses blessures. Dayan demande à Doyle s'il a besoin d'aide, mais il semble aller bien, même s'il a été blessé lors du combat avec Alpha. En parcourant le pseudo-laboratoire, Dayan trouve des documents classifiés écrits en japonais, qui contiennent des informations sur Alpha. On y apprend qu'il a été enrôlé de force dans l'armée japonaise en 1943, et qu'il a perdu son bras au combat. Il est alors devenu un sujet de test pour un projet militaire top secret et a obtenu une distinction AA dans la catégorie des armes humaines. Elle y lit que la violence extrême d'Alpha est un effet secondaire de l'hybridation génétique et du syndrome de stress post-traumatique dû à l'exposition à une douleur constante et accablante. Alpha réagit aux mouvements menaçants et au changement de température de ses cibles. En plus, il possède plusieurs traits génétiques du loup, y compris une sensibilité extrême au son, un sens de l'odorat accru et la force de 5 hommes adultes. Le dossier affirme que les cellules d'Alpha ne présentent aucun signe associé au vieillissement biologique. C'est pourquoi Aeon Pharmaceutics prévoit de les utiliser pour la science anti-âge. Pendant ce temps, John Bai va chercher sa petite amie Myung-ju. Alors qu'il s'apprête à quitter les lieux, les 2 criminels qui montent la garde à l'extérieur de la pièce remarquent que la lourde porte en acier au bout du couloir commence à trembler. Un des criminels va voir ce qu'il en est. Mais Alpha défonce tout à coup toute la porte avec de violents coups de pied. Alpha traverse lentement la porte et marche sur la tête du criminel, l'écrasant sous les yeux des autres. Un autre détenu tente de poignarder Alpha, mais ce dernier le projette à l'autre bout de la pièce, le tuant sur le coup. Alpha sort le couteau de son flanc et s'élance vers un agent de police ligoté, qu'il poignarde à la gorge avant de se retourner pour s'occuper du reste de la pièce. Et ça fait 5 victimes, et il en reste 9 à abattre. Un des criminels tire sur Alpha, pendant que John Bai et Myung-ju s'échappent. Mais Alpha lui coupe les jambes au niveau du genou d'un seul coup. Alpha saute dans le couloir et attrape l'autre criminel, la plaquant contre le mur et la frappant avec un couteau à la Michael Myers. Jong Bai et Myung-ju s'enfuient, et Alpha ramasse une arme à feu avant de les suivre. Quelques instants plus tard, le chef découvre la scène du massacre dans le couloir. Il regarde prudemment autour de lui en tenant son arme. Mais Alpha n'est plus là, et tout le monde ici est déjà mort. John Bai et Myung-ju montent rapidement dans l'ascenseur, mais juste au moment où ils commencent à monter, Alpha saute dessus depuis le haut. Ils essaient désespérément de sortir, mais la grille ne s'ouvre pas, et Alpha leur tire dessus à travers le plafond de la cabine d'ascenseur jusqu'à ce qu'il n'ait plus de munitions, et tirant sur les câbles au passage. Il piétine le toit de la cabine à plusieurs reprises, créant finalement un trou, et regardant John Bai et Myung-ju à travers. Alpha saisit John Bai par l'épaule et le tire violemment à travers le trou dans le plafond de la cabine d'ascenseur. C'est alors que le chef arrive en courant et ouvre la grille de l'ascenseur, sauvant Myung-ju juste au moment où Alpha tombe à travers le plafond. Alpha tente de les poursuivre, mais John Bai l'attrape et le ralentit. Alpha se retourne et lui brise le cou. Mais le câble se rompt tout à coup en voyant l'ascenseur s'écraser au sol. Et ça fait 6 victimes, et il en reste encore 8. Le chef regarde au fond de la cage d'ascenseur et voit Alpha qui le regarde fixement. Il prend alors Myung-ju et sort de là. Ok, chaque relation a ses hauts et ses bas, mais là c'était juste ridicule. John Bai et Myung-ju avaient probablement prévu une belle croisière de couple de bagnards, mais on dirait qu'elle a été tragiquement écourtée. Maintenant que Dayan a trouvé le dossier secret au sujet d'Alpha, elle est armée de beaucoup plus de connaissances qui lui seront sûrement utiles lors de leur prochain combat. Alpha est techniquement un super soldat zombie, génétiquement modifié et issu de la Seconde Guerre mondiale. Ses gènes ont été mélangés à ceux d'un loup pour lui donner une ouïe et un odorat accru, ainsi qu'une force et une agilité surhumaines. Il est également insensible aux blessures, peut détecter les mouvements menaçants et dispose d'une vision thermique comme Predator. Alors oui, c'est pas un type que vous voulez voir s'en prendre à vous. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Ça peut sembler de la pure science-fiction, mais ça fait déjà plusieurs années que les labos pharmaceutiques épicent de l'ADN humain et animal pour créer des formes de vie génétiquement modifiées. Et ça, c'est juste ce qu'ils veulent bien nous dire. Même s'ils ne créent pas encore de super soldats mi-humains, mi-loups, les scientifiques ont déjà utilisé des souris avec de l'ADN humain pour étudier notre système immunitaire. Et ils ont même expérimenté l'injection de cellules humaines dans des embryons de porcs, dans l'espoir de produire un jour des organes humains à transplanter. Les armées du monde entier ont expérimenté la technologie de l'édition génétique pour améliorer les capacités de leurs soldats, bien que cette technologie n'en soit qu'à ses débuts.
L'armée américaine a investi des millions de dollars dans le développement d'un logiciel qui pourrait être directement téléchargé dans le cerveau humain, augmentant les sens du soldat en le rendant résistant à la cécité et à la paralysie. Les scientifiques militaires souhaitent depuis longtemps explorer les possibilités de modifier les gènes de leurs soldats adultes. Mais avec la technologie actuelle, il est beaucoup plus facile de modifier les gènes d'un embryon. Bien que cette pratique soit considérée comme contraire à l'éthique, la technologie CRISPR consiste à utiliser une séquence spécifique de gènes pour cibler et supprimer d'autres séquences de gènes, ce qui permet d'éliminer des caractéristiques indésirables et même d'ajouter des caractéristiques souhaitables. Cette technologie existe déjà aujourd'hui, et la génétique a fait des progrès significatifs. Il n'est donc pas impossible qu'une création telle qu'Alpha existe. En ce qui concerne ses pouvoirs, le fait d'être génétiquement dopé à l'ADN de loup donnerait à Alpha de nombreux avantages significatifs dans un combat. Les loups sont extrêmement rapides et agiles, capables de courir à une vitesse de près de 64 km/h, et certaines grandes races de chiens peuvent facilement surpasser un humain en force. Bien que les loups ne puissent pas voir les infrarouges, ils possèdent une vue particulièrement évoluée, qui leur permet de voir dans des conditions de faible luminosité et de percevoir les mouvements plus facilement. La truffe d'un loup classique est couverte de terminaisons nerveuses capables de détecter les sources de chaleur, ce qui lui permet de chasser par faible visibilité, et ça pourrait expliquer la capacité d'Alpha à voir en vision thermique. Bon, maintenant que nous en savons plus sur Alpha, comment pourrions-nous nous défendre et sortir d'ici en vie? Alpha possède un ADN de loup et est vieux de plus d'un siècle. Il est donc possible qu'il est simplement très faim. Au lieu de le combattre, lui donner un peu de viande de la cuisine pourrait suffire à le distraire, ou même à en faire notre ami. Quand les gens doivent donner des médicaments à leurs chiens, il est parfois possible de les cacher dans leur nourriture. Donc ça pourrait également être une option pour Alpha de mettre quelques sédatifs dans la bouffe, et de le faire se rendormir. Si vous avez des gènes de loup et que vous n'avez pas mangé de repas chaud depuis 100 ans, vous engloutiriez probablement un bon hamburger en un instant. Alors j'incorporerai ça dans ma stratégie. Nous savons également qu'Alpha est extrêmement sensible aux sons et aux odeurs. Et c'est certainement quelque chose qui peut être utilisé contre lui. Des bruits forts et répétés comme le fait de taper sur des casseroles pourraient étourdir Alpha et même le faire fuir de peur. La prochaine fois qu'il se présentera, vous pourrez utiliser des sons puissants pour le distraire ou l'étourdir et avec un peu de chance, le dissuader de lancer sa contre-attaque. Sa sensibilité aux odeurs pourrait également être utilisée de la même manière. C'est pas une très belle idée, j'avoue, mais peut-être que si vous pouviez vous rendre extrêmement malodorant, Alpha ne voudrait pas s'en prendre à vous. Il y a sûrement beaucoup de substances odorantes à bord du cargo, et c'est peut-être quelque chose que vous pourriez utiliser à votre avantage. À situation désespérée, mesure désespérée. Et je serais même capable de faire éclater un tuyau d'évacuation des eaux usées dans un des couloirs si je pensais que ça pouvait me servir de barrière olfactive de fortune. Si ça sent mauvais pour vous, imaginez à quel point ça sentirait mauvais pour Alpha avec ses sens aiguisés. Est-ce que c'est le plan le plus glorieux? Absolument pas. Mais il pourrait bien vous sauver la vie. Comme Alpha a la génétique d'un loup et qu'il réagit au mouvement, la dernière chose à faire, c'est de fuir. Parce que c'est ce que font les proies, et il est clairement assez rapide pour vous rattraper. Jusqu'à présent, tout le monde a essayé de combattre Alpha ou de le fuir, mais aucune des deux options n'a fonctionné. Il est incroyablement intimidant, mais ce que personne n'a encore essayé, c'est de se tenir debout sans être menaçant. Le pauvre gars souffre même d'un trouble du stress post-traumatique, TSPT, dû à une douleur constante et écrasante. Donc peut-être que la solution serait simplement d'être gentil avec lui. Il est manifestement à bout de nerfs et après avoir été transformé en expérience génétique contre son gré, qui pourrait le blâmer? Parfois, même le monstre de Frankenstein a besoin d'un câlin. Alpha est peut-être imperméable aux dommages physiques, mais John Bai et Myung-Ju l'ont probablement blessé émotionnellement en refusant de lui faire une petite place dans l'ascenseur. Et quand un super soldat mort-vivant pique une crise de colère, vous n'avez sûrement pas envie d'être sur son chemin. Le chef et Myung-Ju courent jusqu'à la cuisine et s'y enferment, ouvrant la chambre froide et découvrant tous les cadavres de l'équipage. Ils entendent un bruit derrière eux et le chef met Myung-Ju dans la chambre froide, en lui disant de se cacher et de ne pas faire de bruit. Le chef se promène dans la cuisine, arme au poing, à la recherche de la source du bruit. Quand Alpha enfonce soudain la porte, le chef lui tire dessus. Mais Alpha saute agilement par-dessus le plan de travail et lui donne un coup de poing dans la poitrine. Il saisit le chef et le jette à travers la pièce en jouant avec lui. Le chef saisit le couteau et poignarde Alpha au bras. Alpha repousse le couteau, mais le chef esquive à nouveau son coup de poing et chope le bras d'Alpha à pleines dents. Le super soldat lui assène plusieurs coups à la tête, mais le chef parvient à s'accrocher juste assez longtemps pour arracher complètement le bras d'Alpha au niveau du coude. Alpha le regarde un moment, abasourdi mais indemne. Puis il donne un coup de pied à la tête du chef, lui brisant la nuque. Et ça fait 7 victimes, et il en reste encore 7 à abattre. Alpha sent que Myung-Ju l'observe depuis la chambre froide et il ouvre la porte pour la chercher. Il frotte sa main ensanglantée sur son visage et s'accroupit juste à côté d'elle pour la renifler.
Mais il est distrait à la dernière seconde par le bruit d'un hélicoptère qui arrive, et il décide de partir. Myung-ju ne peut plus retenir son souffle, et elle a besoin de respirer. Et heureusement pour elle, Alpha est parti. Ok, il s'est battu comme un beau diable, mais je pense qu'on peut dire qu'en fin de compte, le chef a pris une plus grosse bouchée de viande que ce qu'il pouvait mâcher. S'attaquer à Alpha dans la cuisine offrait en fait un certain nombre d'occasions d'obtenir un point d'avance. Et si le chef avait fait preuve d'un peu plus de créativité, il aurait peut-être même pu s'en sortir vivant. La chambre froide est un endroit idéal pour se cacher de la vision thermique d'Alpha. Bien qu'une température corporelle aussi basse pendant plus de quelques instants puisse être dangereuse et potentiellement mortelle. En cas de besoin, se cacher dans la chambre froide comme Myung-ju peut permettre à Alpha de ne pas vous détecter pendant un moment. Mais si vous voulez vous débarrasser de lui pour de bon, vous allez devoir agir assez vite. Les nombreux fourneaux de la cuisine offrent également une bonne occasion de perturber la vision thermique d'Alpha. Juste avant le début du combat, le chef aurait pu faire le tour de la cuisine en allumant toutes les gazinières, avec l'espoir que toutes ces signatures thermiques submergeraient et troubleraient Alpha juste assez longtemps pour que vous puissiez lancer une attaque surprise. La cuisine devrait également être remplie d'aliments nauséabonds qui pourraient neutraliser l'odorat d'Alpha. En neutralisant ses sens, le chef aurait pu lui donner l'occasion de s'échapper ou de riposter. Combattre Alpha de front n'a réussi à personne jusqu'à présent, alors il est peut-être temps d'employer une stratégie moins traditionnelle. C'est un peu risqué, mais je me serais rapidement déguisée en serveuse avec Myung-ju et j'aurais fait asseoir Alpha à une table à la Scooby-Doo, en lui faisant croire que j'étais sur le point de lui servir un repas 3 étoiles au guide Michelin. Comme je sais qu'il doit être affamé après plus d'un siècle d'expérience génétique, Alpha ne pourrait pas résister. Ensuite, je lui mettrai une marmite géante sur la tête pendant qu'il serait distrait et je frapperai dessus aussi fort que possible avec une poêle à frire. Le tintement serait écrasant pour son ouïe sensible. Je pourrais donc l'assommer et j'aurais peut-être une chance de m'enfuir. Le chef lui mord le bras comme si c'était une aile de poulet. Et je dois dire que c'était assez impressionnant, même si ça n'a pas beaucoup ralenti Alpha. Il reste incroyablement dangereux, mais avoir un bras de moins à craindre ne peut être qu'une bonne chose malgré tout. Le chef a franchi une nouvelle étape dans la lutte contre la criminalité, et Scruff McGruff serait fier de lui. Il s'est bien battu, et il est maintenant temps pour Daeyeon et Do-il de mettre fin à ce désastre une fois pour toutes. Dehors dans la tempête, un hélicoptère transportant Daewon et plusieurs agents des opérations spéciales arrive. Ils mettent tous des masques et s'injectent un sérum qui rend leur œil gauche blanc avec une sorte d'interface. Le Dr Son et le vieil homme entendent l'hélicoptère arriver, et ils courent vers lui, pensant qu'il doit être là pour les sauver. À l'intérieur du cargo, Myung-ju tombe sur l'équipe des forces spéciales lourdement armées dirigée par Daewon. Elle est soulagée de penser qu'ils sont là pour la sauver, mais Daewon lui tire une balle dans la tête. Et ça fait 8 victimes, et il en reste encore 6. À ce moment-là, le Dr Son, le vieil homme, Do-il et Daeyeon arrivent en courant au détour d'un couloir, et elle pointe son arme sur Daewon. Mais celui-ci lui tire rapidement 3 balles dans la poitrine, la tuant sur le coup. Et ça fait 9 victimes, et il en reste 5 à abattre. Daewon pointe son arme sur Do-il, mais c'est alors que Do-il s'élance vers eux et tue instantanément plusieurs agents spéciaux à main nue, donnant au Dr Son et au vieil homme une chance de s'échapper. À l'extérieur, le Dr Son et le vieil homme tentent de détourner l'hélicoptère, mais le pilote ouvre le feu et tous les 3 sont abattus. Ça fait donc 11 victimes, et il n'en reste plus que 3 à abattre. Daewon reconnaît en Do-il un ancien criminel qui a été tué puis ramené à la vie grâce à une injection expérimentale Daeon Genetics. Il se trouve que Do-il s'est échappé de l'entreprise pharmaceutique, obligeant Daewon à le traquer et à tuer toute sa famille, y compris son bébé. Daewon se rend compte que ce n'est autre que Do-il qui a fait monter Alpha à bord de ce cargo, afin qu'il puisse le suivre jusqu'en Corée et trouver les dirigeants de l'entreprise pour se venger. Do-il veut savoir pourquoi ils lui ont fait ça. Mais Daewon lui répond qu'il devrait simplement être reconnaissant pour le cadeau qu'il a reçu. Tout à coup, Alpha apparaît au bout du couloir et tue brutalement un agent des opérations spéciales. Daewon ordonne à ses hommes de tirer sur Alpha, en disant qu'il n'a besoin que de la tête. Mais Alpha arrache une grande porte de ses gonds et les charge en l'utilisant comme bouclier. Daewon reste là à regarder Do-il et Alpha mettre toute son équipe en pièces. Alors que toute son équipe est à terre, Daewon se met à rire, puis il donne un coup de pied à Alpha dans la poitrine, l'envoyant glisser dans le couloir. Et Alpha réalise que Daewon est très fort lui aussi. Alpha attaque Daewon, mais celui-ci l'attrape d'une main, le soulève en l'air avec facilité et le jette à travers une fenêtre dans la pièce voisine. Daewon saisit un énorme couteau de combat et frappe le dos d'Alpha, en lui brisant la colonne vertébrale. Il prend ensuite le couteau et tranche la cheville d'Alpha, avant de lui lever la tête et de lui trancher la gorge. Daewon regarde Do-il et lui dit que maintenant qu'Alpha est mort, il n'a plus qu'à le ramener lui à la place. Et ça fait 12 victimes, et il n'en reste que 2. Ok, je pensais qu'Alpha était le mâle dominant, mais Daewon le fait ressembler à un petit chiot malade.
Doyle est le seul survivant et il cherche secrètement à se venger depuis le début. Myung-ju devrait savoir qu'il ne faut jamais, et je dis bien jamais, courir vers un hélicoptère militaire après avoir été directement impliqué dans la tentative d'évasion d'une arme biologique top secrète. Les unités militaires qui interviennent dans ce genre de situation tirent toujours en premier et posent les questions ensuite. Alors courir directement vers elles ne peut que vous faire tuer. En fait, à sa place, j'aurais couru dans la direction opposée et pris le risque de me cacher d'Alpha, au lieu de chercher de l'aide auprès de Dae-Wong et de son équipe. Les premières personnes armées à arriver seront toujours des employés de l'organisation corrompue qui ont pour ordre de détruire les preuves et les témoins, afin d'étouffer l'affaire. Croyez-moi, dans cette situation, vous ne voulez pas sortir avant l'arrivée des caméras de télévision. Sinon, vous finirez comme Myung-ju. Alpha est peut-être out, mais Doyle doit maintenant faire face à un ennemi encore plus redoutable. Dae-Wong est visiblement incroyablement puissant, et l'affronter à 1 contre 1 sera totalement impossible pour quiconque n'est pas un super soldat génétiquement amélioré. Heureusement pour Doyle, il se trouve qu'il en est un lui aussi, et il pourrait donc avoir une chance de le battre. Dae-Wong est arrogant et brutal, et je voudrais utiliser ça contre lui dans le combat. Vous pourriez peut-être jouer avec son ego pour l'amener à faire une erreur permettant de porter un coup sensible quand il ne sera plus sur ses gardes. Par exemple, s'il pensait vous avoir vaincu, Dae-Wong serait tout à fait le genre de personne qui jubilerait pendant 1 minute avant de vous achever. Si vous le laissez penser qu'il a gagné, vous pourrez l'attaquer sournoisement pendant qu'il prononcera son dernier monologue, et le prendre par surprise. Même avec ses améliorations génétiques, Doyle va devoir faire preuve de créativité s'il veut enfin prendre sa revanche. Dae-Wong se jette sur Doyle et les deux se lancent dans un combat épique au couteau. Ils semblent à égalité au début, mais Doyle le plaque à travers une porte, ce qui les fait tomber tous les deux sur le pont du cargo. Doyle trébuche et Dae-Wong lui saute dessus, le poignarde dans la joue et lui dit de se calmer, ou il le tuera. Doyle le fait tomber et ils s'attrapent l'un l'autre en se tenant par les bras, couteau à la main. Dae-Wong provoque Doyle en disant que son bébé a pleurniché quand il l'a tué. Et Doyle le rejette avec rage. Doyle assène plusieurs coups de couteau critiques à Dae-Wong qui tombe à genoux. Mais quand Doyle s'élance pour l'achever, Dae-Wong le poignarde dans le ventre. Doyle lui donne un coup de pied au visage, l'envoyant voler par-dessus bord. Et il saute à sa suite dans les vagues noires de l'océan. Et ça fait 13 victimes et il ne reste qu'un seul survivant. Le lendemain matin, Doyle débarque sur une plage jonchée de détritus. Il avance hors de l'eau, épuisé mais toujours vivant. Il a réussi à en réchapper et maintenant, sa quête de vengeance va pouvoir se poursuivre. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Projet Wolf Hunting? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!